Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de notre 10e soirée Comme à la maison. Nous sommes comme à la maison ici dans le salon d'une famille des Yvelines qui nous fait la joie, comme à chaque fois, de nous accueillir et pour pouvoir parler d'un très beau sujet, un sujet compliqué, celui des écrans. Les écrans font-ils obstacle à la vie de famille ou sont-ils au contraire un outil qui nous permet de remettre du vivre ensemble dans la famille, remettre du lien entre les générations? On va en parler avec nos invités. Comme à la maison, je ne vous présente plus le concept, c'est proposé par Familyphone, un service d'écoute gratuit qui a été mis en place par le diocèse des Yvelines et qui nous permet de nous retrouver pour aborder tous ces nombreux sujets qui touchent à la vie de famille, qui touchent aux générations, les parents, les enfants, les jeunes dans leurs difficultés face à la maladie ou la vieillesse. Et aujourd'hui, face à cet outil que nous avons tous dans la poche et qui parfois nous joue des tours, les écrans. Je vais vous citer un extrait d'une tribune qui a été publiée dans un journal national au mois de décembre dernier. La surexposition des enfants aux écrans pourrait être le mal du siècle. Ce sont des parlementaires et des intellectuels qui le disent. En effet, saviez-vous que les enfants de 3 à 10 ans passent en moyenne 728 heures par an sur un écran, plus de 2 heures par jour. À titre de comparaison, nous dit la tribune, la série complète des 7 ou 8 saisons de Game of Thrones dure 66 heures. Donc en 728, vous avez le temps de la regarder plus de 10 fois, en intégralité, sur une année entière. Alors est-ce que c'est bon ou mal de passer autant de temps sur les écrans? On va en parler avec vous trois et avec vous en particulier, Stéphanie Henbick. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et familiale à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est bien ça? Oui. Vous nous présentez un peu votre activité et puis les conseils que vous pouvez donner, ou en tout cas les gens que vous recevez qui ont peut-être un problème avec ces outils numériques, avec les écrans en particulier. En tant que conseillère conjugale, je reçois des couples qui ont des difficultés relationnelles et les écrans font partie de ces difficultés. Voilà, quand on est 100% connecté à son écran, on a du mal à être 100% connecté à son couple. Et puis ces couples sont souvent parents et ressentent aussi des difficultés face aux jeunes et à l'envahissement des écrans dans les familles. Et une autre partie de mon métier, c'est aussi d'intervenir dans les établissements scolaires sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et je vois combien les écrans sont présents et combien les risques de dérive de ces écrans sont présents aussi. D'accord. Parce qu'ils viennent dénaturer justement le rapport, l'affectivité que peuvent avoir les jeunes entre eux. Ils viennent la perturber, voire l'empêcher de se produire. Déjà, si vous commencez votre vie affective en regardant du porno, c'est compliqué de voir l'autre comme une personne et non pas comme un objet. On est d'accord. Mais néanmoins, puisque ces écrans peuvent aussi être des outils qui facilitent la rencontre, est-ce que pour des jeunes qui sont en déficit de dialogue, d'assurance en soi, est-ce que c'est quand même un outil qui leur permet de franchir un peu leur timidité ou de favoriser la rencontre? Alors, marginalement. Oui, c'est ça. Enfin, la rencontre authentique, elle se passe par les 5 sens. Donc un écran, on se prive de sens. Donc l'idée, c'est pas du tout de diaboliser les écrans. Enfin, on peut se servir d'une façon intelligente d'un écran, mais dans les relations humaines, la découverte de l'autre, ça passe, à mon sens, par les 5 sens. On va apprendre, vous allez nous apprendre tous les trois à en faire un usage raisonnable de ces écrans. À côté de vous, Louis Collin, bonjour. Bonjour Louis. Alors vous êtes étudiant? Oui. Et bientôt agrégé de génie civil, professeur agrégé de génie civil et thésard maintenant. C'est ça. Alors quel est votre rapport aux écrans, hormis professionnel, j'imagine? En fait, un rapport déjà universitaire, parce que c'est vrai que dans les études maintenant de sciences, on est beaucoup amené à faire de la modélisation. Donc en fait, ça comporte de plus en plus la maîtrise d'outils numériques assez complexes. Donc ça, c'est vrai que c'est une part importante du travail. D'ailleurs, on voit bien que maintenant dans les universités, en fait, l'utilisation de portables, d'ordinateurs portables et de portables aussi, est presque nécessaire. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'en fait maintenant dans les cours de pédagogie, on apprend aussi quand on devient professeur à utiliser ces outils numériques pour justement donner des cours et essayer de capter l'attention des plus jeunes. Donc on voit bien qu'il y a même un déclic du point de vue de l'éducation nationale où on cherche en fait à développer vraiment la maîtrise de ces outils pour essayer de capter l'attention, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait les jeunes ont ces outils-là entre leurs mains. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut s'en servir et non pas forcément lutter contre. Et donc dans une partie plus ludique, je suis aussi responsable com au sein de l'association Coronum à Versailles, qui en fait est vraiment
le regroupement en fait de tous les vicaires des paroisses de Versailles et du Chesnay dans l'idée en fait de créer des relations. Alors ça qui est drôle, c'est qu'en fait je suis beaucoup plus dans cette idée de, à travers les réseaux sociaux, arriver à créer du lien, rassembler les jeunes autour de cette association, parce qu'on avait l'impression en fait qu'à Versailles il manquait ce dynamisme entre les paroisses, et donc c'était arrivé à fédérer pour ensuite permettre aux jeunes de s'enflammer, en tout cas d'avoir des ressources pour grandir dans la foi et ensuite rayonner dans les différents groupes. Ouais. Puis sans vouloir faire de tort à quiconque, de nous quatre, vous êtes celui qui est le plus concerné, puisque vous êtes de la génération quoi, Y, Z, né avec un portable dans la main quasiment. Ah, et donc peut-être que vous verrez la teneur du débat avec un peu plus de recul, comme peut-être qu'aujourd'hui il y a une panique ou une peur justement pour des générations qui n'ont pas connu les téléphones portables dans leur prime jeunesse et qui peuvent se dire qu'est-ce que c'est que cet outil voilà, si vous pensez qu'on va trop loin, vous nous le direz évidemment. Et enfin, Père Jean-Baptiste, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Alexandre. Nos spectateurs vous connaissent peut-être, le Padre Blog et puis toutes les chroniques vidéo que vous avez pu produire jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage « Il nous bouffe » paru chez Artege que l'on recommande, un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans. Vous y donnez des conseils très pragmatiques, très simples, très efficaces pour justement apprendre à se servir de l'écran et de ne pas le laisser se servir de nous, en quelque sorte, pour reprendre le contrôle. Oui, exactement. L'objectif du livre, et je suis assez d'accord avec lui, c'est pas de diaboliser un outil, mais par contre, c'est de prendre conscience que c'est pas un outil comme un autre, c'est pas une fourchette, c'est pas quelque chose qui est inerte, c'est quelque chose qui porte un message, une idéologie par derrière. Et on a besoin de prendre une distance par rapport à l'outil lui-même pour faire des choix, prendre des décisions, dimensionner les choses à notre mesure, selon ce que l'on veut vraiment, plutôt que de simplement se laisser dimensionner par des applications, des choses qui arrivent, qu'on n'a pas choisies, mais qui sont à la mode, et dont tout le monde se sert, mais qui en fait nous dimensionnent d'une manière forte en réalité, et modifient des dimensions importantes de l'anthropologie, de ce que c'est être humain aujourd'hui. Bien sûr. On va commencer par récapituler un peu les raisons même de cette émission, les raisons d'être de cette émission. On ne parle pas des écrans pour le plaisir des écrans, ou voilà, c'est principalement parce que les écrans peuvent représenter un danger, peuvent induire des troubles du comportement, ou des problèmes de mémoire, ou de sommeil, chez les jeunes, en particulier lorsqu'ils sont jeunes. Qu'ensuite, il y a ce que l'on est en train de regarder. Il y a l'écran en tant que tel, la lumière bleue qu'il produit, l'attention qu'il capte, le train du sommeil qui passe et c'est trop tard, ou les devoirs à faire et l'on pense à autre chose, ou l'on oublie de sortir et de retrouver ses copains pour rester trop longtemps sur un jeu vidéo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également ce que l'écran va nous montrer. Et là, il y a des écueils, il y a des dangers. Oui, c'est une évidence. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un grand dessin, sans aller d'ailleurs, parce que je ne mentionne absolument pas l'action de la pornographie, mais sans aller jusqu'à ces extrêmes. Il y a aussi ce qu'on regarde, et en particulier tout ce qui est lié à la microscopie du temps, enfin, où le temps est fait de micro-attentions les unes à la suite des autres, où finalement on se transforme en un reptile finalement qui est attentif à des petites choses, qui s'amuse, qui se divertit, mais de manière complètement vaine. Enfin, c'est le scroll à l'infini. C'est typiquement ce genre d'invention un peu dangereuse que même les grandes boîtes comme Instagram ou autres commencent à limiter en disant vous avez atteint la limite du scroll. Parce que ça fait 2 heures que vous y êtes en fait. D'accord, ok. Stéphanie, selon vous, tout à l'heure vous avez parlé de la pornographie, quels sont les autres écueils, les autres dangers que peuvent représenter un usage un peu abusif des écrans aujourd'hui? Tout à l'heure, vous avez parlé du sommeil. Oui. Ça arrive dans les interventions scolaires que je fais avec Couple et Famille, que des jeunes s'endorment à moitié en classe. Alors, soit ils s'endorment parce que je ne les intéresse pas, soit ils s'endorment en fait parce qu'ils laissent leur téléphone allumé pendant la nuit et qu'ils se réveillent à chaque notification. Et il y a même une jeune fille qui disait, en fait, j'en ai marre, j'ai un mauvais sommeil, il est haché, je suis fatiguée. Et en fait, quand on l'a interrogée, elle a dit, mais en fait, j'ai une communauté, une commu, et en fait, je me dois d'être là pour cette communauté, donc je me dois de répondre à chaque notification. Donc en fait, elle était au service de son portable. Elle était otage, donc au risque quoi d'être déclassée dans sa communauté, de la perdre de vue? En tout cas, c'était sa croyance à elle. D'accord. Qu'il fallait être au service de sa communauté. Et manifestement, si elle recevait autant de notifications, c'est qu'il y avait beaucoup de membres de la communauté qui, eux aussi,
passent la nuit plutôt sur leur téléphone qu'à dormir, si je comprends bien. Ça. Si elle était seule, ça ne se produirait pas. Je parlais de problèmes de sommeil, mais vous voyez, ce dont les parlementaires essayent de nous mettre en garde, c'est contre les défis vitaux que les enfants doivent relever au cours de leur éducation, de leur apprentissage, et que les écrans peuvent venir empêcher, interrompre. Apprendre à marcher, parler, nouer des liens, interagir, réguler ses émotions, développer sa faculté de concentration, sa motricité. Ça peut paraître dingue, mais lorsque l'écran est confié à un enfant à un âge trop précoce, il n'aura pas la même motricité fine que s'il jouait avec des cubes, en fait, parce qu'il se servira que du pouce ou de l'index pour agir sur un écran. Oui, alors il y a l'usage qu'en font les tout-petits et effectivement le fait qu'ils ne soient plus en interaction avec les autres. Enfin, on parle même de troubles autistiques en fait, qui se développent, alors qu'ils ne sont pas les mêmes qu'un autiste de nature. Mais il y a bien ces troubles autistiques, mais qui vont s'arrêter, en fait, eux, si l'écran est réduit. D'accord. Mais il y a aussi le problème des parents qui, eux, sont sur l'écran et ne sont plus en interaction avec l'enfant. Et du coup, il y a aussi des troubles moteurs en raison de parents, en fait, qui ont décroché. Ils sont des présents-absents. Ils sont là, mais ils ne sont pas présents à l'enfant. Et l'enfant, effectivement, par rapport aux émotions, l'enfant il va se mettre en colère beaucoup plus facilement parce qu'il ne sera pas accueilli dans ce qu'il est. Et le parent, lui, quand il est sur l'écran, va encore moins supporter la colère de l'enfant. Oui. Donc en fait, on est vraiment dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux. Et je trouve ça très intéressant après, avec ce que vous dites, Stéphanie, de désynchroniser. Enfin, on n'est pas juste à protéger les enfants. Enfin, c'est un peu une excuse. On dit qu'il y a une urgence, et c'est vrai, parce que c'est quelque chose de vital. Mais en réalité, il ne faut pas se cacher derrière ça pour ne pas affronter les questions qui, en fait, sont des questions de relation. Et en fait, c'est une question de tout le monde, c'est une question de toutes les générations. On a tous à apprendre. Et nous, quand on fait des exercices avec les enfants du caté, les jeunes de l'aumônerie, ils nous disent tous, le vrai problème, c'est que les parents ne respectent pas les règles qu'ils nous donnent. Et donc, il y a une question de cohérence pédagogique et familiale où on est tous au même niveau, en fait. Arrêtons de dire qu'il faut protéger les enfants. C'est vrai, mais ça ne peut pas être une excuse pour ne pas changer son comportement à soi. Bien sûr. Prenons l'exemple de l'impatience. Combien d'adultes peuvent éprouver une certaine impatience à entendre les enfants dire « je m'ennuie » lorsqu'on est dans la voiture ou même à la maison et qu'ils viennent vous voir toutes les 10 minutes au moment où vous voudriez vous concentrer d'ailleurs sur un bouquin, un film ou un travail à rendre. Je m'ennuie, bon, il y a la tablette qui traîne, on lui met un dessin animé, on est tranquille pour 5, 10, 15 minutes. Il faudrait déjà apprendre à réorganiser son temps pour répondre à cette attente de l'enfant, à ce désir de jouer avec vous, d'être en interaction, ou le réorienter vers des jeux, j'allais dire, plus vintage, auxquels on pense plus forcément. Quel est votre point de vue là-dessus ? Clairement, en fait, si on ne s'est pas posé la question « qu'est-ce que je peux faire de ce temps libre ?» c'est tellement simple de prendre un écran. Enfin, simple pour le parent, simple pour l'enfant. Et je pense que si on se pose, mais quand on a du temps libre, est-ce qu'on a le droit de s'ennuyer ? Parce qu'en fait, ça développe l'imagination, puis ça nous laisse le temps de se connaître, de comprendre quels sont nos besoins. Et puis, voilà, si on peut se dire, en fait, je peux peindre, je peins jamais, je peux dessiner, je peux lire, je peux aller jouer et être en interaction avec les autres. Mais ça change la vie, quoi. Louis ? Ce qui est vrai, c'est que pour prendre par exemple l'exemple de l'ennui, est-ce que les tablettes sont forcément mauvaises ? Il me vient l'idée, par exemple, de la tablette graphique, où pour le coup, en fait, on passe alors sur quelque chose qui est nouveau, mais qui en fait a un vrai but artistique derrière. Je côtoie, par exemple, dans les équipes de Coronum, des graphistes qui ont un vrai talent pour justement utiliser ces tablettes graphiques, mais à bon escient, c'est-à-dire dans un monde de création qui est totalement nouveau et qui en fait, dans cet usage précis des nouvelles technologies, a un but de développement. Donc c'est toujours l'idée, en fait... résumé, c'est le tableau noir et la craie du 21e siècle. Quoi. On a un stylet, une dalle, et qui va vous permettre de développer, de dessiner, de créer des mondes. Quoi. En fait, on peut tout faire avec. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, il y a quand même des applications pédagogiques qui sortent à destination des enfants. Avec, évidemment, ce biais aussi de dire, mine de rien, est-ce que ça ne remplace pas le rôle du parent qui devrait être à côté de l'enfant pour lui montrer ? Donc c'est toujours aussi en fait, un choix aussi de couple. Alors c'est facile à dire quand on n'est pas encore un couple et qu'on n'est pas parent. Mais évidemment qu'il y a aussi un choix, je pense, du couple pour justement aussi donner l'impulsion
et éviter ces problèmes-là. Pour revenir aussi sur un des problèmes importants, je pense, qui n'a pas forcément été cité, c'est le problème de l'apparence aussi sur les réseaux sociaux, qui en fait est alors peut-être moins important sur toute la partie 8-12 ans et encore, mais qui intervient beaucoup plus à l'adolescence. Ça commence. En fait, pour moi, ça commence vraiment au moment de l'adolescence où en fait le corps change. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, l'usage de filtres sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc pour les internautes, en fait, les filtres, c'est mettre les couleurs ou mettre des... modifier votre apparence. C'est un déguisement, en fait. C'est se donner une apparence. Et en fait, quand on est chef scout, c'est assez drôle de voir que ça peut impacter certains jeunes dans le sens où ils jouent un peu un jeu avec leurs réseaux sociaux, où en fait, ils croient être une personne. Et en fait, quand ils se retrouvent dans les bois en train de monter une tente surélevée et qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont pas du tout pareils. Voilà. Ouais. C'est vraiment une projection aussi dans une vie réelle où on se dit finalement, il n'y a plus de portable, il n'y a plus de filtre. Je ne vais pas mettre un post sur Instagram pour dire j'ai fini ma tente surélevée parce qu'en fait, mes autres amis sont soit en camp, soit de toute façon, je n'ai pas mon téléphone, donc ça règle le problème. Et c'est vraiment faire pour soi, pour la communauté. Et ce n'est pas du tout le faire pour les autres en sachant que je vais la raconter. Donc il y a vraiment cet enjeu-là en fait sur les réseaux sociaux les jeunes n'ont pas besoin de raconter tout ce qu'ils font. En tout cas, ne pas se donner une vie, ce qui peut être en fait en tout cas, il y a pas mal de bêtises qui peuvent aussi arriver juste pour se la raconter. Ou une mésestime de soi, puisque l'on voit ce qui se passe chez les autres et forcément on fantasme une vie meilleure chez son voisin ou... J'apprécie ton optimisme, Louis, mais c'est aussi l'optimisme de quelqu'un qui est capable de poser des discernements. Et je pense que le vrai drame, c'est qu'en fait, on va vers le métavers, on va vers le fait que de plus en plus les gens vivront dans cette virtualité-là et ne sortiront de moins en moins, ne sortiront plus jamais pour aller construire une tente surélevée. Et donc on a un rôle à jouer d'apprendre aux gens à désynchroniser les espaces de leur vie, les temps de leur vie, mais même les usages de leur écran. Tu parlais de la tablette graphique tout à l'heure. J'espère que tes graphistes, à Coronum, quand ils sont dans un temps de création, en fait, ils déconnectent leur écran pour pouvoir ne pas être interrompus. Parce que sinon, c'est quand même, il y a de base une guerre de l'interruption qui empêche le cerveau de se déployer, la créativité d'exister, même la joie d'un travail et d'un ennui et d'une peine d'exister, et ça c'est essentiel. Donc moi je pense qu'on peut être optimiste dans la mesure où on donne aux gens, aux enfants, aux jeunes, les outils pour construire un discernement. Le problème c'est que dans des paroisses comme celle où je suis, la plupart des jeunes, des enfants, ont des parents qui sont incapables de poser ces discernements-là, et qui du coup sont complètement noyés. Donc l'optimisme, c'est comme dans le Concile Vatican II, c'est bien, il faut être optimiste, mais en réalité, il faut quand même se donner les moyens de cet optimisme. C'est le métavers dont vous parliez, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un univers parallèle, virtuel, dans lequel évoluent des avatars de nous-mêmes que l'on se construit et que l'on achète une apparence. Je dis acheter parce que s'y développent des designers, des stylistes qui vous vendent du virtuel complet, mais aussi des artistes qui vont s'y produire et vous pourrez rejoindre des salles de concert virtuelles pour assister au spectacle des derniers artistes à la mode d'ailleurs qui ont leurs propres avatars dans ces mondes virtuels, des salles de spectacle où les places sont illimitées mais toujours payantes. Et Facebook, justement, a investi, je crois, 10 milliards de dollars l'année dernière, rien que dans l'architecture, la construction de ces nouveaux univers dans lesquels vous vous plongez en étant simplement assis à votre bureau, chez vous, avec des lunettes, des Oculus Rift, comme on dit, des lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. C'est effectivement ce qui pend au nez de beaucoup de gens, mais est-ce qu'on ne va pas finir par s'en réveiller et se dire, bon, c'est bien beau, mais ça reste virtuel, ça vous nourrit pas. Vous y croyez vraiment ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Me réveiller d'un monde rêvé, c'est compliqué. En fait, c'est hyper attirant, ce monde virtuel. C'est un monde sans résistance, un monde complètement fluide, complètement paisible, où tout est fait pour que tout aille bien et qu'on consomme plus. Alors que le réel, il faut se le coltiner, il faut entrer dans la rugosité. La tente, elle ne se construit pas toute seule. Alors que sur cet univers de métavers, avec cette... Alors je pense pour le moment, on aura la limite de la fatigue oculaire et tout ça, et donc il y aura bien un moment où on en sortira. Est-ce que ça peut se répandre comme ça à une telle vitesse, alors qu'il faut continuer à se nourrir, se trouver un appartement, financer sa vie Est-ce que oui ou non, il faut en avoir si peur que ça? On ne le tranchera peut-être pas aujourd'hui. Oui, en tout cas, il y a quand même pour des enfants fin de primaire et début de collège, des enfants qui passent des heures et des heures et des heures dans
à jouer des jeux vidéo qui vont sécher les cours. Voilà, alors peut-être qu'ils vont prendre un repas, mais en fait, ils vont s'exclure de la vie réelle parce qu'en fait, ça ne demande pas d'effort. Si on va jusqu'au bout du rêve, parce que c'est quand même ça, on n'en est pas si loin que ça, il y a des questions sur l'alimentation qui sont aussi elles-mêmes très travaillées, de remplacer ça par des aliments de synthèse. On va vers quelque chose où finalement on pourra faire son business sur le métavers et y vivre sa vie. C'est-à-dire que ces gens-là, ils gagneront leur vie. Et donc il y aurait vraiment de moins en moins de besoin d'en sortir. Je ne veux pas aller jusqu'au film Matrix, mais en réalité, c'est plus de la science-fiction. On est presque dedans. Oui, je comprends. Alors pour ça, on l'a dit, les parents, puisqu'on parlait des jeunes qui peuvent être tentés par cette aventure, les adultes aussi, ils prendront les mêmes leçons probablement que pour les enfants. Apprendre à s'en décrocher, c'est déjà mettre en œuvre des routines. Donc des routines que vous donnez dans votre livre, dont je suis certain que vous les partagez aussi à ceux que vous rencontrez, aux élèves que vous allez rencontrer dans les établissements. C'est déjà savoir se séparer physiquement de l'écran quand on rentre chez soi. C'est valable pour les jeunes comme pour les moins jeunes. On s'en sépare, on les éteint, on les retire de la chambre, on apprend à chronométrer le temps qu'on passe dessus. Donnez-nous quand même quelques pistes. La piste que je donne, à laquelle je suis vraiment très attaché, c'est celle de réserver un espace, voilà, faire la distinction des espaces, et réserver un espace de chez soi à un monde entièrement déconnecté. Mais c'est des raisons aussi qui sont spirituelles. En fait, la raison profonde, c'est l'incarnation. La raison profonde, c'est le lien avec le Christ. Comment est-ce qu'on peut connaître le Christ si on n'a pas un lieu où on n'est pas interrompu? Et pour moi, vraiment, la règle de base, c'est pas d'écran dans la chambre. Voilà. Je mets mon écran à charger, moi, quand je rentre de réunion le soir. Pourtant, je suis très addict à mon téléphone aussi, avec Padreblog et tout ça. Enfin, bon, bref, c'est pas pire que Coronum, mais presque. Je le branche dans mon bureau. Et ensuite, quand je suis dans ma chambre, c'est là où je prie, c'est là où je bouquine, c'est là où je rêvasse, c'est là où je m'ennuie, c'est là où je fais rien, c'est là où je bulle. Et c'est tellement important, parce que c'est là aussi que viennent l'émotion du cœur. C'est là où on peut être... Il faut du silence pour pouvoir être attentif à ce que nous dit l'Esprit, à ce que nous dit la présence du Seigneur. Et si on n'a pas ce silence-là, c'est pas possible. Donc vraiment, la chambre comme un lieu sacré. Stéphanie. Ça peut peut-être paraître basique, mais déjà à table, en fait, pendant les repas, en tant que parent, en tant qu'enfant, que le portable ne vienne pas interrompre les repas, que la télé soit éteinte, qu'il y ait vraiment, au moins pendant ce temps-là, un temps où on est présent l'un pour l'autre. Ça m'arrive de recevoir des couples où l'un me dit, mais en fait, quand je lui parle, il garde l'œil sur son écran. Et du coup, comment vous vous sentez? Je me sens moins importante que le téléphone. Ou lui, je le sens complètement absent. C'est ça. Il me répond, mais vaguement, il n'est pas là, il n'y a pas de cœur à cœur. Et finalement, donc déjà, poser son téléphone quand on parle à l'autre. Et alors, moi, j'ai un couple aussi, c'était l'homme qui s'est acheté une montre connectée en disant, comme ça, je ne loupe plus aucun message de ma femme. C'est super, ça part d'un très bon sentiment, mais quand il est avec sa femme, quels sont tous les messages qui lui arrivent et qui vont interrompre ce cœur à cœur? Bien sûr. Donc, et puis c'est oser en parler en famille, en fait. En tant que parent, avoir l'humilité de dire, moi aussi, je suis... Aidons-nous. Voilà, aidons-nous mutuellement et accepter que les enfants nous disent, attends là, t'avais dit pas à table, pourquoi tu le sors? Vraiment, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut prendre ces deux axes et les étudier de manière différente, vraiment le rapport à l'espace, distinguer les espaces, et là on est dans le rapport au temps. Là, vous parliez des moments de qualité, les sanctuariser, les préserver. Et je pense aussi qu'il y a aussi la qualité du temps tout court, c'est-à-dire prenez votre téléphone et enlevez toutes les notifications. Tout, sauf les messages, les vrais messages, les SMS et les coups de fil. Mais même WhatsApp, à quoi est-ce qu'on a besoin? On peut y aller volontairement, mais pourquoi on a besoin d'être interrompu par toutes les boucles dans lesquelles on est et qui en fait réduisent notre qualité d'attention, réduisent notre capacité de durer dans le temps. Donc c'est aussi la question de la qualité du temps. Il faut absolument faire le tri dans les notifications. Évidemment. Vous parliez de l'espace, la géographie. Il est certain qu'en mettant un écran dans la chambre de son enfant ou dans sa propre chambre à coucher, les risques de s'en servir sont plus élevés que si l'écran se trouvait dans le salon. Ça va de soi. En plus, c'est moins commode pour vérifier ce que l'enfant regarde ou l'ado lorsque l'écran est déjà dans sa chambre. Et que pour y faire éruption, c'est tout un stratagème. Il y a une deuxième chose dont on pourrait parler, c'est que, et là je vais encore citer cette étude, le fait de discuter de ce que l'enfant regarde justement.
mettre l'écran entre les parents et les enfants, c'est aussi une manière de les aider à apprivoiser ce qu'ils vont avoir sous les yeux et faire en sorte que parfois, cela n'entraîne pas un choc trop important ou en tout cas en diminuer la portée ou la puissance. Le nombre de fois où les personnes regarderont l'écran aussi est un problème. Comment est-ce que l'on peut gentiment, humblement, signaler à quelqu'un que l'on aime, tu regardes un peu trop ton portable, ou qu'est-ce que tu es en train de regarder, est-ce que tu veux me le partager? Il y a une question d'intimité aussi. Alors comment on fait? Alors déjà, quand j'interviens par exemple en CM2, on parle de l'entrée en 6e, et là, ils m'annoncent qu'ils vont avoir un téléphone, s'ils ne l'ont pas déjà. Oui. Mais ils ne m'annoncent pas qu'ils vont avoir un téléphone avec un logiciel de contrôle parental dessus. En général, ce n'est pas prévu. Ouais. Et en fait, pour moi, laisser ce téléphone à un jeune sans logiciel de contrôle parental, qui devrait s'appeler logiciel de protection parentale, donc pour canaliser la qualité de ce qu'on voit, la quantité de ce qu'on voit, pour moi, c'est la même chose que de laisser son enfant dans une ville inconnue, sans le code de la route et sans jamais l'avoir accompagné. En espérant qu'il fasse de bonnes rencontres. C'est irresponsable. Louis, un avis là-dessus? C'est assez drôle, la distinction que vous avez faite entre contrôle et protection. C'est ce qu'on retrouve beaucoup en l'éducation. C'est en fait, est-ce que éduquer, c'est interdire? Finalement, interdire sans expliquer pourquoi, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, l'enfant verra juste une porte barricadée en disant la télé, c'est non, comprendra jamais. Et donc en fait, dès que les parents sortiront pour aller prendre un dîner, l'enfant se réveille. Enfin, s'il n'est pas couché, va se réveiller, va faire une crise pour aller voir la télé, etc. Parce qu'en fait, on ne lui a pas expliqué concrètement quel était le danger. Ou alors, même s'il n'est pas totalement capable de tout comprendre, il ne comprend pas pourquoi est-ce que cet objet est particulièrement interdit. Donc en fait, c'est vraiment le rôle de l'éducation de dire aussi, bah, voilà, finalement, on va peut-être regarder la télé, mais on va la regarder ensemble. C'est déjà un premier pas en disant, bah, en fait, si on la regarde ensemble et qu'il y a des images un peu choquantes qui passent, finalement, pourquoi pas ça peut on va pouvoir désamorcer tout de suite. C'est ça. Il y a des émissions, je me souviens... Dans mon enfance, on regardait Midi les Zouzous au déjeuner parce qu'on était gardé chez quelqu'un qui nous hébergeait pour le déjeuner. J'ai ce flash où en fait c'était le jour des attentats du 11 septembre. Ah oui. Et en fait je me souviens juste d'une image un peu ensanglantée, mais c'est juste ça. Et en fait pourquoi? C'est qu'en fait parce qu'il y avait eu un flash d'information. Voilà, et en fait dans mon inconscient, j'avais jamais compris que c'était ça. Et c'est en fait plusieurs années plus tard où je me suis dit c'est marrant en fait cette image-là correspond à quelque chose que j'ai vu, mais qui n'a pas forcément été désamorcé sur le coup. Alors j'étais avec mes frères et sœurs, donc finalement ça ne m'a pas traumatisé. Mais donc c'est toujours regarder aussi ensemble. Je pense qu'il y a vraiment... faut aussi comprendre que ce qui est au cœur en fait, de ce sujet-là, c'est comment est-ce qu'on imagine la relation. Quand on a un problème généralement avec les écrans, c'est qu'on a un problème soit de relation avec ses parents, soit avec ses frères et sœurs. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on remet la relation au centre. Et en fait, justement dire, bah, finalement, notre relation... Il y a peut-être l'écran qui est au milieu, mais est-ce que en fait, l'écran ne peut pas être avec nous? C'est toute la démarche que vous avez en fait, dans votre livre, de dire finalement, c'est oui, ils nous bouffent, mais ils peuvent aussi nous servir. Donc finalement, se dire comment est-ce qu'on crée des relations ensemble pour apaiser tout ça. Et effectivement, expliquer à son enfant, à son ado, son pré-ado, que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même téléphone que les autres qu'on n'est pas légitime dans la bande, c'est qu'il y a un problème, mais qui n'est pas chez cet enfant-là, qui est peut-être chez les autres, et qui évalue le niveau de l'amitié selon des critères qui sont manifestement pas les bons. Et que pour l'amour-propre, l'estime de soi, le développement personnel, le fait de ne pas avoir de téléphone portable n'est pas une tare, voire au contraire. C'est le signe d'une capacité à se débrouiller, à retrouver son chemin, à regarder quand on traverse la route au lieu d'avoir le nez baissé sur son écran. C'est à la fois rassurant pour les parents qui se disent « il va rentrer seul de l'école, il a le téléphone portable pour appeler en cas de pépin », avec le risque qu'il passe sous un métro, j'allais dire, ou qu'un bus le percute, si on veut voir les choses au pire. Et donc, ça revient à ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est le côté, c'est plus pratique. C'est plus pratique que mon enfant ait accès au téléphone portable pour rentrer de l'école. C'est plus pratique que j'ai une montre connectée pour pouvoir recevoir les... En fait, c'est une fausse excuse. Le plus pratique, en fait, c'est vraiment se cacher derrière quelque chose. Et donc, c'est là où c'est aussi intéressant de vraiment poser aussi chaque discernement en se disant, mais aussi, pour l'éducation, c'est des décisions de couple, se dire, mon enfant, je veux l'éduquer de telle manière et je veux aussi lui expliquer si ça peut être trop dur. Mais en fait, c'est une décision qui est assumée. On le fait pour son bien et donc lui sera capable de comprendre que c'est pour son bien. Il faut simplement vraiment communiquer et entrer dans cette relation-là
qui est en fait au cœur et que parfois les écrans peuvent bouffer. Mais commencer par être rigoureux soi-même avec l'usage que l'on fait de ces téléphones. Oui, mais pour aller dans le sens de Louis, avec tout le concept d'influenceur, je trouve intéressant aussi que sur YouTube, par exemple, les parents sachent quels sont les influenceurs suivis par les enfants et que les parents eux-mêmes s'intéressent, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes aussi, qui regardent des choses ensemble, qui puissent reparler de la dernière vidéo d'un tel ou d'une telle, et qui est ce lien. On peut aussi effectivement positiver une fois qu'on a posé un cadre et avoir une forme de complicité ensemble. Parce qu'il y a plein de choses fantastiques, Padreblog et d'autres choses évidemment. En fait, j'aime beaucoup ta façon de dire qu'une règle, si elle est imposée sans explication, elle est mal comprise. Donc déjà, aux jeunes, on peut lui expliquer que, voilà, par exemple, l'alcool, on ne lui met pas à disposition. Pourquoi ? Parce que ça va être néfaste pour sa santé. Donc un téléphone, on le met à disposition année après année. Enfin, voilà, on ouvre le champ des possibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mauvaises rencontres. Et j'aime beaucoup aussi ton idée de regarder ensemble et d'explorer ensemble ce 6e continent numérique. Parce que plus on va explorer avec l'enfant et le jeune, et plus quand le jeune va être exposé à des choses qui ne sont pas adaptées pour lui, il saura qu'on est encore un interlocuteur et qui peut oser venir nous en parler. Il y a la question du lien intergénérationnel aussi que les écrans favorisent, ou peut-être permettent de recréer avec la possibilité pour les plus âgés, 3e âge notamment, de se connecter et d'avoir aujourd'hui les moyens d'être en contact direct avec les enfants, les petits-enfants, de manière plus rapide, plus spontanée qu'auparavant. Louis ? Ça vous fait sourire. Oui, parce qu'il faut que ça marche déjà. En fait, ça peut être aussi, pour nous, ça semble très simple de faire un Zoom entre famille. Ça peut être une vraie source de stress aussi pour les grands-parents qui parfois en fait ne comprennent pas du tout et sont en manque de repères. S'il y a des grands-parents qui sont très doués en informatique, je prends l'exemple de mon grand-père qui pour le coup n'est pas du tout doué, n'a jamais voulu avoir de téléphone portable parce qu'en fait ne comprend pas et donc dans ces cas-là c'est pas forcément possible, mais en fait on lui en veut pas parce que ça permet aussi de, je ne vais pas dire se forcer à aller le voir, mais c'est toujours une vraie joie d'y aller. Et on reste aussi dans ce côté très concret d'aller voir et de faire l'effort. Et le Zoom, parfois, donne l'impression de prendre des nouvelles sans forcément... finalement, on ne veut plus voir la personne, mais on reste derrière des écrans. Par contre, la solution qui est assez drôle, qui est sortie je ne sais pas quand, mais qui s'appelle Familéo, qui est en fait une forme de newsletter où donc tous les petits-enfants et les enfants en fait, se connectent, mettent leurs photos qu'ils ont prises sur Instagram, etc. Donc ça, ils savent faire. Et en fait, mettre tout ça en page sur une forme de newsletter qui est imprimée et envoyée aux grands-parents qui donc la reçoivent en format papier, ce qui est quand même un format dont ils ont plus l'habitude. Et donc en fait, là, c'est typiquement une utilisation raisonnée et saine des réseaux sociaux et des compétences de chacun. En fait, on est vraiment dans... on s'adapte à la physionomie et aux compétences de chacun. Pour éditer un petit magazine avec le nec plus ultra de ce que la plus jeune génération aura partagé sur les réseaux sociaux pendant toute la semaine, le mois, les 6 mois, etc. C'est vraiment le magazine de famille. Ouais. Et ça fait plaisir aux enfants de partager aussi des photos qu'ils n'auraient pas eu l'habitude de partager avec leurs grands-parents. Et je trouve ça intéressant vraiment de se dire les réseaux sociaux sont faciles pour certains, plus compliqués pour d'autres. Donc en fait, on va vraiment utiliser l'opportunité chez les plus jeunes de prendre leurs photos et de les transcrire dans un format qui est plus adapté aux personnes plus âgées. Donc je trouve ça intéressant dans la physionomie et aussi dans qu'est-ce qu'on voudrait faire des réseaux sociaux. C'est typiquement une approche en fait qui est intéressante dans les réseaux sociaux sont utilisables par chacun mais d'une manière différente. Père, Stéphanie, Louis, pourquoi selon vous est-ce que nous sommes accros aux écrans ? Qu'est-ce que ça nous procure ? Peut-être on peut le redire pour les auditeurs, les téléspectateurs qui ne le sauraient pas, mais toutes ces choses, likes, couleurs, formats sont faits pour susciter de la dopamine, des hormones de plaisir assez basiques, et donc créer des mécanismes de désir très rapides, immédiatement satisfaits. Désir-satisfaction, oui, c'est ça. Oui, très rapide. Et donc, voilà, une fois qu'on sait ça, c'est normal. Après, on n'a pas tous les mêmes cerveaux, on n'est pas tous sensibles de la même manière à ce qui pourrait devenir addictif. Mais de toutes les manières, suivant notre morphologie personnelle, il faut tout de suite prendre une distance, pouvoir en rigoler et prendre les moyens très clairs. Mettez votre écran en noir et blanc,
vous verrez que vous y passerez tout de suite moins de temps. Hein. D'ailleurs, moi, je le laisse en noir et blanc, genre 2 heures, et après, il repasse en couleur en général. Mais c'est ça, ce qui nous donne envie d'y retourner ou d'y passer du temps, c'est toutes ces petites marques de valorisation. Vous parliez des likes, ça veut dire que ce que j'ai dit ou ce que j'ai publié est intéressant. Donc ça me valorise. Je montre une photo de vacances ou dans laquelle je me trouve pas trop mal, elle est très commentée, ça me donne une bonne image de moi. C'est toutes ces petites raisons-là. Là, vous êtes déjà dans le moral, entre guillemets, dans l'humain, alors que moi, je parlais même de mécanismes qui sont purement biologiques. D'accord. Où il n'y a même pas d'intervention de la volonté. C'est juste que ça brille, c'est beau, c'est... Je comprends. Ceci dit, les deux s'imbriquent, ou en tout cas, il faut bien comprendre que lorsque l'on utilise un écran ou l'une de ces applications dont on parle, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., ça a été pensé. Il y a des architectes derrière qui se sont dit, et jusque des philosophes d'ailleurs, jusqu'où peut-on aller, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils se sentent bien sur cette plateforme et ne la quittent plus, dans un but bien précis, qui n'est pas forcément celui de vous procurer des loisirs gratuitement, mais c'est de vous mettre sous les yeux des publicités, d'aspirer vos données, pour ensuite pouvoir affiner les stratégies commerciales de leurs clients, si je comprends bien. Donc si on apprend ça aux jeunes, est-ce que ça peut les aider à se dire « Ah ben non, alors si c'est pour m'exploiter, je préfère rester libre ». C'est vrai que c'est travaillé par les neurosciences, hein, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, Fortnite qui est ultra addictif. Enfin, il y a même des psychologues qui font en sorte que ça soit addictif. Enfin, c'est des traîtres, ces psychologues, oui. Hein, vraiment. Bah, oui, c'est des traîtres. Si je reviens au sujet de la pornographie, parce que j'en parle beaucoup avec les jeunes, en 3e notamment, quand j'explique pourquoi en fait le producteur un jour s'est réveillé, il s'est réveillé pourquoi pas pour dire je vais apprendre aux enfants, aux jeunes comment donner de l'amour à l'autre, c'est comment je vais me faire de l'argent. Et là, quand je déconstruis la pornographie devant eux et qu'ils me disent c'est des bâtards, là j'ai gagné. C'est ça en fait. C'est quand ils se rendent compte qu'en fait ils sont victimes d'un système. Et s'ils se rendent compte que sur la toile, sur ce 16e continent, ils se font souvent piéger, et bien là, ils reprennent le pouvoir. Et là, nous aussi, on reprend le pouvoir quand on voit qu'on se fait piéger. Bien sûr. Donc il y a cette forme de pédagogie qui est à faire, que vous faites d'ailleurs dans ce livre, Père Jean-Baptiste. La pédagogie, justement, c'est aller chercher ce qu'il y a d'intelligent, de pertinent, de malin chez son enfant, chez sa compagne, son compagnon, pour lui dire regarde un peu à quel jeu tu es en train de jouer bien contre ta volonté. Ça peut être une manière aussi d'ouvrir les yeux finalement. Oui, il faut ouvrir les yeux, il faut sortir pour pouvoir rentrer. Il faut faire l'expérience de comprendre comment les choses fonctionnent, en sortir, c'est vraiment comme le film Matrix, et ensuite y revenir, mais avec plus de conscience, plus de détermination, plus de discernement. Mais il y a toujours la peur de passer à côté de quelque chose. C'est ce dont on disait de Facebook lorsque ça s'est lancé. Ça a permis instantanément de retrouver des connaissances, des gens perdus de vue, etc. Si ça n'existait pas, je ne saurais pas ce qu'ils sont devenus. Ça a eu aussi les mérites de réunir des gens, de recréer une forme de lien social, ou est-ce que même ça, c'est un fantasme aussi ? Une illusion. Posons-nous la question, si ça a permis de vraies rencontres, tant mieux, mais si on fait le bilan des 15 dernières années, je ne suis pas sûr que le bilan soit positif. Donc encore une fois, sortons pour faire vraiment le tri. Et ensuite, choisissons les choses qui sont positives. Tu parlais de... Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il y a des grands créateurs là, de ces réseaux sociaux qui refusent que leur enfant ait un téléphone. Exact. Pourquoi ? Parce que en fait, l'objet de création, ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient, et ils se rendent compte à quel point ce n'est pas fait pour un tout jeune. Ou que le numérique ne s'invite dans les établissements prestigieux de la côte ouest des États-Unis où leurs enfants sont inscrits, évidemment. C'est presque la tarte à la crème, mais une fois qu'on le sait, on peut se poser la question du pourquoi. Est-ce qu'une vie est possible absolument sans écran ? Est-ce que c'est un mieux ? Qu'est-ce qu'il faut espérer ? À quoi faut-il encourager ceux qui nous regardent ? Père Jean-Baptiste. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivront sans écran parce que c'est un choix, mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut dialoguer avec cette réalité parce qu'elle fait partie de la vie, du monde. Donc la question, c'est d'apprendre à s'en servir pour qu'ils nous servent. Et une fois qu'on a fixé l'objectif, qu'on a pris des moyens, on les reprend régulièrement parce que le rouleau compresseur est fort quand même. Il y a, comme on disait, beaucoup d'intentionnalités par derrière qui sont faites, qui est là pour nous attraper. Mais une fois qu'on a cette humilité, on dialogue, on essaye, on avance, et puis on se casse la gueule, on recommence, et c'est bien. Oui. C'est assez drôle votre manière de dire les choses. En fait, c'est un peu le leitmotiv qu'on a en tout cas chez les influenceurs de Coronum,
Les influenceurs. Voilà, influenceurs. Justement, pour faire le parallèle avec les influenceurs qui, eux, placent des produits au cœur des réseaux sociaux, nous, on place Dieu au cœur des réseaux sociaux. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé avec Guillaume Caille, le fondateur de l'École Pierre, donc qui est quand même un communicant un peu hors pair. Qui est basé à Lyon. Et il disait de manière très juste, en fait, le constat, et je pense qu'on le partage tous ici, c'est que les réseaux sociaux peuvent être un endroit assez sombre, qu'on parle de pornographie, qu'on parle d'harcèlement, enfin, c'est vraiment un espace qui finalement fait peur. Et en fait, le chrétien, alors là, si on prend vraiment la dimension chrétienne et catholique de notre posture par rapport aux réseaux sociaux, peut y avoir d'abord la peur, qui est totalement compréhensible parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas tolérer. Oui. Donc la première posture, c'est de se dire, surtout, je n'y vais pas, parce qu'en fait, j'en ai peur, et viendra un jour où il faudra y aller, mais ce n'est pas le moment. Et l'autre posture est de dire, finalement, il n'y a pas d'endroit suffisamment sale où Dieu ne peut pas être. Et c'est là où, en fait, il y a une véritable mission aussi de se dire, Jésus est né à Nazareth dans un endroit qui n'était pas forcément le plus convivial, oui. Et il vient pour tout le monde. Et donc, en fait, la question, c'est comment est-ce que les catholiques se forment, alors à la manière de Padre Blog ou d'autres réseaux, avec d'autres prêtres aussi qui sont soit sur TikTok, sur Instagram, d'autres communautés qui ont aussi cette envie d'aller sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on développe aussi une pastorale des réseaux sociaux ? Et en fait, c'est vraiment ce côté-là, influenceur, c'était ça l'idée initiale, c'est de se dire comment est-ce qu'on vient placer Dieu au centre. Et il y avait deux exemples assez frappants qui avaient marqué dans le discernement, par exemple, de communication. C'est de dire, est-ce que le vendredi saint, en tant que catholique, on a le droit d'être sur Facebook ? Bonne question. C'est une bonne question. Et en fait, la réponse, c'est si les catholiques sont absents le vendredi saint sur Facebook, qui va annoncer que c'est vendredi saint ? Donc en fait, c'est très bien, les catholiques ne seront pas là, mais en fait, la personne qui est sur Facebook le vendredi saint ne saura pas que c'est vendredi saint. Ouais. Et donc en fait, alors oui, pour un catholique, le vendredi saint, c'est le jour du repos, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi une présence à avoir dans ces moments-là ? Une annonce. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ce côté, être dans l'annonce de quelque chose, c'est très différent. En tout cas, un catholique doit aussi montrer sa présence et ne doit pas forcément se cacher. Et c'est pas évident, honnêtement, parce que on se rend bien compte que c'est très dur d'aller chercher des jeunes qui sont plus loin. C'est une belle mission d'humilité parce que c'est... on n'a pas l'impression de porter du fruit et on se dit c'est quelque chose qui est tellement difficile. Ou ça peut paraître difficile parce que se pose la question de la vérité sur les réseaux sociaux. Encore une fois, question d'estime de soi, d'image que l'on donne de soi, des avatars, des filtres. On veut se montrer sous un jour différent, qu'on imagine meilleur. Est-ce que l'on est prêt à assumer justement sur ce pan virtuel de notre vie, ce que sont nos convictions, notre foi, etc. Père, là-dessus, il me semble que oui. Une part de dissimulation aussi. Oui, mais est-ce que dans la vie, tous les jours, on ne porte pas aussi des masques ? Je veux dire, oui. Ça fait aussi partie du jeu humain. Donc la question est plutôt d'y être, mais d'y être pas comme un simple client des réseaux sociaux, mais avec cette distance qui fait que je sais que j'y suis en mission, que c'est un travail, entre guillemets, que c'est lié à un temps que j'y donne, et que, en fait, j'y suis, mais comme un travail. Et donc, que j'y suis pour en ressortir. D'ailleurs, pour avoir parlé avec des influenceurs, pour le coup, dont c'est le métier, entre guillemets, qui font travailler plusieurs personnes, souvent autour d'eux, c'est les premiers à dire qu'ils y sont presque jamais, en réalité, parce qu'ils produisent du contenu. Et pour donner du contenu de qualité et du coup rejoindre une communauté qui est dans l'attente de quelque chose de qualité, en fait, ils ont besoin d'être déconnectés, de lire, de réfléchir, de travailler. Et donc, c'est pareil pour le missionnaire, enfin, pour le chrétien sur les réseaux sociaux. Il faut absolument avoir une distance par rapport à la manière cliente d'y être pour annoncer, justement. Et donc, voilà, travailler avec des community managers, faire en sorte que celui qui gère l'image, ce n'est pas forcément celui dont l'image est exposée. Ça permet de créer ce décalage qui nous fait sortir du narcissisme. Ce qui est vrai, c'est qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que les jeunes qui viennent en tout cas nous voir ou avec qui on peut avoir des interactions, c'est souvent dans des moments où ils sont soit seuls, soit qui ont des vraies épreuves dans la vie. Oui. Et c'est assez frappant de voir, notamment chez les jeunes, qu'en fait, leur moment de conversion correspond aussi à des moments de douleur assez intenses. Donc soit la perte d'un proche, soit des difficultés pour trouver un travail, soit un changement de ville. C'est vraiment un ensemble de circonstances qui ne sont pas faciles à vivre et qui souvent créent un repli sur soi. Et en fait, les réseaux sociaux, là où ça peut être bénéfique pour eux, c'est ce côté d'aller les chercher, oui. En leur disant, mais enfin, essaye de venir. Oui.
Et c'est toujours là ça remplit un vide, et si en plus on peut le remplir avec de la métaphysique ou avec quelque chose qui nous dépasse, la mission est doublement remplie. Stéphanie? Je ferais la corrélation entre l'argent est un mauvais maître mais un bon serviteur. Et ben à nous de faire de nos écrans un bon serviteur en sachant s'en déconnecter et au service de la relation. Parce que le comble, c'est que c'est soi-disant un outil de communication, mais que ça nous enferme dans un monde sans relation vraie. Donc vraiment Et puis en plus, ça annule notre volonté. Or, il va falloir de la volonté pour s'en déconnecter. Donc c'est vraiment un super challenge à vivre en famille pour se libérer. Et se libérer peut-être, alors pour les jeunes en tout cas, hardcore gamers ou qui font partie de communautés, de cosplay, de tout ce que l'on veut, ça peut enfermer aussi dans un imaginaire qui peut être pimpant, extrêmement joyeux, vous le disiez tout à l'heure, très séduisant, mais qui va aussi faire perdre son unicité aux jeunes lorsqu'il va se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Comme je parlais tout à l'heure de l'anonymat, le pseudonymat, comme on dit, qui règne sur Twitter, peut donner à chacun... Enfin, vous fait perdre aussi votre responsabilité. Vous ne diriez pas dans la rue ou chez vous ou chez quelqu'un les choses de la même manière en étant présent physiquement ou bien caché derrière un écran. Comment faire comprendre aux jeunes qu'ils ont effectivement une richesse qui n'attendent que se déployer dans leur personnalité, mais que les réseaux sociaux ou les jeux vidéo vont orienter cette personnalité, parfois la biaiser ou comment dire, pas la corrompre, mais la pervertir d'une certaine manière. Déjà, la base, c'est de prendre des temps de qualité avec ses enfants et pour en reprenant les langages de l'amour, c'est-à-dire en remplissant leur réservoir émotionnel avec des paroles valorisantes, avec des temps de qualité, avec des gestes, le contact. C'est important, le vrai contact. Ouais. Donc déjà, et puis effectivement, faire réfléchir l'enfant en disant, ou le jeune, mais si physiquement tu avais été là, est-ce que tu aurais balancé l'injure que tu as balancée, ou est-ce que tu te sens tout puissant derrière ton écran? Parce qu'en fait, on pense que c'est la toile, tout ça, mais en fait, le cyberharcèlement, il tue dans la vraie vie, quoi. Ouais. Pour conclure cette émission, cette discussion sur ce beau sujet, Père, j'aimerais qu'on reprenne des petites clés, des éléments que vous aviez partagés aux lecteurs de l'Invisible le temps d'un entretien que vous aviez consacré au magazine, avec 5 clés pour commencer à se libérer des écrans, qu'on pourrait peut-être commenter comme ça, juste très brièvement. Se tester, auto-évaluer la place des écrans dans sa propre vie. Prendre conscience. Prendre conscience. Au travail, en rentrant, après le dîner, au moment de s'endormir, le week-end, etc. Où j'en suis dans mon rapport au portable. Passer au noir et blanc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez déjà essayé, Louis? Oui, mais alors pour un autre souci, c'est pour limiter la consommation de batterie. Mais donc c'est pas bénéfique. Mal. Ok. Non, mais le noir et blanc, c'est quand même rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Ça marche très bien. Regardez encore une fois le film Matrix. Ça, j'ai l'impression que ça vous plaît. Je pense que c'est un film qui était de la science-fiction, qui aujourd'hui décrit vraiment le réel. Qui est vraiment une source d'inspiration, puis c'est un très bon film. Sortir de l'ignorance et de la naïveté, dites-vous, au risque de l'inconfort, mais avec la récompense de la liberté. D'accord avec ça, Stéphanie? Oui, et moi j'aime bien aussi Ready Player One, qui montre... c'est un monde virtuel, pour ne pas spoiler tout, le but c'est quand même d'avoir des moments sans être connecté. S'offrir un lieu hors réseau. Alors comment on s'y prend? On décide. Ouais. Sauf Louis qui a un studio, mais même dans son studio, on peut se dire le coin, le soir, je ne branche pas mon téléphone comme réveil, je me rachète un réveil, ça c'est vraiment la clé. Le jour où vous allez vous racheter un réveil, un vrai réveil comme autrefois, vous avez déjà gagné. Un réveil matin, comme ça on n'a pas la tentation d'avoir le téléphone portable, la fonction réveil du téléphone sur la table. Désynchroniser, déconstruire la totalité qui est dans l'écran, pour avoir différents outils pour différents besoins. On va redécomposer le smartphone avec une vraie télévision, un vrai réveil, un vrai téléphone en bakélite, voilà, pour le mieux. Et enfin, prendre le temps de bien manger. Alors pourquoi ? Parce que bien manger, c'est célébrer le fait d'être ensemble aussi, discuter, puis avoir le plaisir de goûter les aliments quand ils sont dans notre bouche. Enfin, tellement de choses qui jouent à ce moment-là. Un vrai repas, c'est le cœur de la vie. Et puis, si je peux dire un dernier mot, c'est qu'au cœur de tout ça, c'est notre foi chrétienne et on ne peut pas se passer de l'incarnation du Christ. Enfin, le Verbe s'est fait chair et ça change tout.
Et ceux qui construisent les systèmes de demain ne sont pas des gens de l'incarnation, et nous devons tenir à ça. J'espère que tous les quatre, enfin tous les trois, vous aurez réussi à inviter ou à donner envie, donner l'idée à nos spectateurs, à ceux qui se sont réunis pour nous regarder aujourd'hui, d'essayer ça, de retrouver l'incarnation, le plaisir des moments de qualité passés ensemble, le temps d'un déjeuner, le temps d'un cinéma, le temps d'un film à la maison, même pourquoi pas, sans téléphone. Stéphanie. Et alors on est des êtres d'incarnation, oui. Et on est des êtres du coup de relation. Voilà. Donc pour des personnes qui ne croient pas en cette incarnation, enfin, voilà, déjà se dire je suis un être de relation et de relation vraie. Eh bien on va rester là-dessus, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, merci Louis Collin. Le site internet sur lequel on peut retrouver la route, les activités que vous proposez? coronumversailles.fr et évidemment tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour avoir plein de notifications. Stéphanie Henbick, est-ce qu'il y a une association, quelque chose que vous pouvez nous recommander? Je travaille avec l'association Couple et Famille des Yvelines. Qu'on peut solliciter. Oui, pour des entretiens de couple, familiaux, des groupes de parole, des interventions scolaires. Et puis Père Jean-Baptiste, bienvenue, je rappelle votre ouvrage « Il nous bouffe ». Comment se débarrasser des écrans, se libérer des écrans, c'est paru aux éditions Artege. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à bientôt peut-être pour une prochaine soirée comme à la maison. En attendant, vous pouvez voir et revoir toutes celles que nous avons déjà diffusées. Et bien sûr, vous rapprocher de Family Phone si vous voulez en savoir plus sur cette très belle initiative du diocèse de Versailles. Merci à tous et à bientôt.